Bonjour, mon nom est Alexandre Iordachescu, je suis le réalisateur du film L'enfance d'Icare et je vous souhaite la bienvenue sur clap.ch. C'est effectivement un projet qui a pris pas mal de temps à se mettre en place. J'ai commencé ce projet, au début c'était vraiment un amas d'idées qui n'avait pas beaucoup de forme, mais c'était l'envie de travailler sur la science, sur le corps, sur la génétique, sur tout ce qui se passe dans notre monde qui est à la fois fascinant et troublant en relation avec la technologie et la science. Nous vous remercions pour votre entrée vis-à-vis de notre programme de test clinique, Maître Fogel. Nous allons analyser si vous êtes compatible. Vous allez recevoir les résultats par la poste. Ok, c'est bien. Tenez-le, merci. Et il y avait quelque chose là-dedans qui à la fois m'attirait, me fascinait, et quelque chose qui me terrorisait complètement. Et qui était une source aussi presque un peu de cauchemar, d'angoisse, comme ça. Pour donner un exemple, j'ai fait une fois un rêve, je voulais le mettre dans le film, dans une version du scénario, mais où il y avait une fois quelqu'un qui avait une serre et qui faisait pousser, au lieu de faire pousser des plantes, il faisait pousser des cuisses de poulet, et qui bougeait comme ça un petit peu. Et puis, il avait une petite faux comme ça, et puis il les prenait, et puis il les coupait comme ça. Et puis tu avais un peu de sang qui giclait, mais c'était un truc entre biologique et animal. Enfin, des trucs très bizarres. J'ai fait plein de rêves comme ça, un petit peu étranges. Et puis donc, il y avait un peu... C'est pas une obsession, mais une préoccupation, je sais pas d'où elle me vient, l'envie de parler de ces choses-là. Et les premières versions du scénario étaient vraiment très, très science-fiction, très fantastique, comme je décrivais, avec des éléments comme ça. Et c'est seulement c'était en 2007, la rencontre avec Guillaume a ancré plus le sujet dans la réalité. Et c'est devenu de plus en plus sobre et épuré au fur et à mesure que je travaillais avec lui. Au début, c'était vraiment une histoire, je dirais vraiment un film de genre avec un juge d'instruction qui enquêtait sur un professeur qui travaillait faisait des recherches, des substances sur la régénération, enfin pour lutter contre le vieillissement à travers la régénération cellulaire, et où il faisait des expériments où il y avait certains qui avaient foiré, qu'on essayait de cacher, et comme il y avait beaucoup de gens impliqués, enfin, une sorte de complot comme ça, et puis qui se faisait effectivement offrir un pacte, un peu un deal comme ça, parce qu'il avait aussi des problèmes qu'il devait résoudre. Nous n'affirmons pas l'être humain peut vivre plus longtemps, mais nous affirmons l'être humain est potentiellement immortel et son corps est indestructible. Mais tout à coup, lorsque l'idée de travailler avec Guillaume est arrivée, tout à coup, j'ai vu la possibilité d'utiliser son réel handicap pour que ça soit la monnaie d'échange avec le professeur. Donc au début, même dans les premières versions du scénario avec Guillaume, ça restait un juge d'instruction qui enquêtait, et puis tout à coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de ça, qu'il fallait vraiment aller dans quelque chose de plus radical encore, qui était vraiment cette personne, ce peu ange déchu de la classe moyenne qui cherche simplement une solution, qui croit dans ses élites, qui croit dans le monde qu'on lui promet, et qui va demander qu'on l'aide. Derrière le mythe d'Icare, on connaît le plus souvent la chute. Oui, il a voulu aller trop haut, il s'est brûlé les ailes, plouf, il est tombé. Or, ce qui est intéressant dans ce mythe pour moi, c'est le fait qu'il y a une forme de chute programmée. C'est-à-dire qu'il n'en arrive pas là par hasard. Icare est le fils de Dédale, qui, grand architecte, a construit lui-même le labyrinthe dans lequel il se fait enfermer avec Icare. Pour quelle raison? Pour cacher le Minotaure. Le Minotaure, premier être transgénique en quelque sorte dans notre mythologie, un mélange d'homme et de taureau, né de l'amour pervers de la femme du roi de Minos, qui voulait s'accoupler avec un taureau, et pour laquelle Dédale lui-même de nouveau fabrique un simulacre de vache pour tromper le taureau, pour tromper la nature. Donc il y a déjà cette idée de pervertir la nature pour lui faire ce que l'on veut. Donc on fait une première chose qui est un peu
entre guillemets, ludique, sexuel, tout ça, mais qui donne naissance à un monstre dont on ne sait pas très bien quoi en faire, il faut le cacher, il faut le refouler. On le met au centre d'un labyrinthe, on construit un labyrinthe autour de lui, en quelque sorte, pour le cacher. Et là-dedans, on va mettre... le roi, après, il veut cacher aussi l'architecte. Le labyrinthe, semble-t-il, était si complexe que personne, même celui qui l'avait conçu, ne pouvait plus en ressortir. Et il en met aussi dedans donc Dédale, qui entre-temps a eu un fils avec une des esclaves qui travaillait sur la construction du labyrinthe. Et ce fils est Icare. Un fils dont il n'est pas très fier, qui considère jamais assez bon, jamais assez à l'auteur. Lui, il se considère comme un génie, et ce fils, il n'est jamais assez bon. Et ce fils, le jour, il peut enfin s'envoler, il veut juste dire à son père, regarde papa, je peux aussi aller plus haut. Et en fait, ce fils, il hérite des fautes du père, il se retrouve là sans le savoir, il est chargé de tout ce que son père a fait. Et c'est intéressant, cette filiation, et le fait que, pour moi, Icare on le présente un peu comme le jeune arrogant, tout ça, mais finalement, pour moi, est plus une victime de tout ce système qu'il a engendré, et dont il ne pouvait pas se douter. Et dans ce sens-là, pour moi, sa chute était programmée. Donc voilà un petit peu tous les liens qui me faisaient penser pourquoi Icare, pourquoi cette histoire. Et je pense qu'une fois qu'on sait ça et qu'on voit le film, les liens sont assez évidents. C'est certainement un fantasme et un désir qui habite l'humanité depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'un des premiers récits de l'humanité, un des premiers récits écrits qui nous est resté, c'est un récit babylonien qui est l'épopée de Gilgamesh, qui raconte justement l'histoire du prince Gilgamesh, déjà lui demi-dieu, qui part en quête de l'immortalité, et qui n'y parvient pas, qui au bout d'un très long voyage, il y arrive presque, mais finalement pas. Et donc il y a eu toujours cette quête du Graal, l'immortalité, des alchimistes, etc. Ce qui est nouveau, peut-être dans notre société, c'est effectivement le fait qu'on a substitué à l'idée des divinités et des forces qui nous guidaient auparavant, l'idée de la science, et le fait que nous-mêmes, on peut, à travers la science et la connaissance, se substituer, on devient nous-mêmes maîtres de notre destin, de notre avenir, de notre propre transformation, peut-être biologique et génétique. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et de radical dans la pensée. Donc c'est ce changement-là qui m'intéressait, le fait que la quête de l'immortalité donc, est quelque chose, un archétype dans l'humanité. Par contre, le fait d'imaginer que c'est tout à coup nous-mêmes, à travers nos moyens génétiques et scientifiques, qui pouvons créer notre immortalité, donc devenir nous-mêmes nos propres dieux en quelque sorte, ça c'est quelque chose de nouveau. Mais les premiers pas sont encourageants. Nous pouvons déjà régénérer certains organes, voire des parties entières d'un corps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon équipe est parvenue à maîtriser ce processus de façon concluante chez les mammifères. Et nous allons commencer très prochainement les tests cliniques sur des humains. Mais bien entendu, nous ne voyons pas ces choses dans ces termes-là. Moi, je le traduis comme ça. Nous voyons ça dans des termes très rationnels et matérialistes. Et donc, ce qui est pour moi un peu troublant et dangereux dans cette pensée, c'est le fait qu'on réduit la vie à une machine. Et on dit, voilà, nous avons des processus chimiques, électriques, biologiques, etc., qu'on nous pourrait déconstruire, réduire, et puis expliquer par A plus B comment la vie fonctionne. Et on la manipule un peu comme des Legos. Voilà le Lego de la vie, voilà comment on assemble les protéines, les cellules, les trucs comme ça. Alors qu'évidemment, il n'en est rien. Et puis, on va dire, parmi les plus grands généticiens sont parfois les plus humbles aussi, et ils reconnaissent que ce n'est pas aussi simple que certains le prétendent. Et que peut-être la partie, on va dire, que la science peut observer n'est qu'une partie, justement, mais n'explique pas tout. Par contre, ce fantasme aujourd'hui existe dans le fait que nous pouvons, à travers ces moyens-là, influer sur notre devenir. Il y a une progression quand même dans le film au niveau de l'image, au niveau des couleurs. On part de quelque chose, il y a on va dire le début avant l'entrée de la clinique qui est quelque chose d'un peu neutre, et cette ville un peu dépossédée d'âme. Après, il y a une partie d'espoir qui est plutôt chaude
dans l'arrivée à la clinique. Et petit à petit, les choses se déconstruisent, la caméra devient de plus en plus incertaine, mobile. Au début, on est dans des plans vraiment très fixes, très maîtrisés. Petit à petit, les choses se déconstruisent, l'image devient plus froide, plus contrastée. Et donc, il y avait vraiment une progression, toute une réflexion qu'on avait fait au niveau de l'image. Progression dans le film, évidemment, dans la colorimétrie, évidemment aussi dans le type de lentille que nous avons utilisé. Nous avons toujours voulu rester dans des très longues focales, donc qui isolent quelque part le personnage du fond, qui le mettent toujours dans un espace où on n'a pas les repères. Donc au lieu d'utiliser des grands angles, on partait sur des focales longues, on n'a quasiment pas descendu au-dessous de 80, donc on se mettait toujours assez loin des personnages qu'on filmait, mais même lorsqu'ils paraissent proches. Et ça, justement, pour créer ce sentiment qu'il y a quelque chose qui échappe, qu'il y a quelque chose, un hors-champ tout le temps qu'on n'arrive pas à maîtriser. Il y avait cette envie-là. On a voulu travailler aussi les forêts d'une façon un peu magique, où il y avait quelque chose qui... on voulait là créer une sorte d'antithèse par rapport à la clinique, en fait. Et donc les forêts sont travaillées vraiment d'une manière très différente au niveau de la texture d'image, de quelque chose des lumières qui sont assez étranges, qui sont assez... sans tomber du tout, c'est pas du tout le genre du film, dans The Fairy Tale, mais on a cherché à créer une esthétique qui est différente dans les forêts, qui est intrigante mais agréable en même temps. Les Young Gods, je les connais depuis longtemps. Ça faisait longtemps qu'on avait déjà commencé à faire des premiers essais de collaboration. Et puis ils avaient fait la musique d'un court-métrage qui s'appelle Le Tramway d'Andrea, qui était mon dernier court-métrage avant de faire ce long. Et là, déjà, j'avais trouvé absolument génial de travailler avec eux. Ça avait été vraiment un bonheur. Et je leur ai naturellement proposé de travailler sur ce film. Alors c'était vraiment très intéressant parce qu'il y a eu plusieurs directions. Au début, je leur ai donné des musiques, je leur ai donné des références, des choses que j'imaginais, mais ça allait très loin. Ça allait du Prokofiev à Slayer, en passant par du Cliff Martinez, en passant. Il y avait plein de choses, il y avait même du Nino Rota, il y avait plein de choses qui étaient... C'est-à-dire, j'ai pas envie de ça, mais voilà ce que je ressens à ce moment-là de l'histoire, c'est ça et ça. Donc c'était des couleurs, des teintes, et j'avais poussé à l'extrême pour qu'ils ressentent ce que je cherchais. Et puis, à partir de là, ils ont fait des propositions. Au départ, ces propositions, c'est assez marrant, ça c'est tout de suite... il y a eu un éventail qui allait vraiment du bruitisme pur, des choses, du bruitage à des choses très, très mélodiques en fait. Parce que comme ils sont 4, ils ont chacun fait avec leur univers des propositions. Dans un premier temps, je suis parti sur ce qui était mélodieux, où il y avait des chansons en quelque sorte, où il y avait vraiment des musiques avec des thèmes reconnaissables, etc. Et je regardais au bout d'un moment et je me suis dit non, c'est pas ça ce film. En fait, ce film, c'est vraiment quelque chose de plus inquiétant, de plus étrange que ça. Et on a tout jeté ces propositions, on est reparti sur l'idée qui était vraiment plus du sound design, vraiment quelque chose d'atmosphérique dans les bruits qui deviennent de son, et c'est pas tout à fait de la musique, c'est pas tout à fait du bruit, c'est quelque chose qui pour moi illustrait beaucoup mieux le propos du film, aussi cette zone, ce no man's land dans lequel on se trouve. On a gommé aussi les choses les plus radicales parce que par un moment, les propositions de Al Comet, qui est le keyboard, étaient les plus radicales.
il venait parfois dans certaines scènes, il proposait d'avoir une sorte d'infrabasse, un truc où tu avais l'estomac qui vibrait, et puis par-dessus un Larsen, juste ça, juste ces deux choses comme ça, et ça crée des choses. Au bout de 30 secondes, on avait envie de courir aux toilettes parce qu'on ne tenait plus. On s'est dit, peut-être que ce n'est pas le but non plus, même si on a laissé des choses qui créent une sorte de malaise comme ça. C'est évidemment dur toujours d'en parler. La mort est intervenue seulement une semaine après la fin du tournage, donc je n'avais pas encore commencé le montage. J'avais juste regardé les rushs, et donc c'était très dur de faire ce montage, et puis ça a évidemment influé sur ma perception, et je ne sais pas ce que ça aurait été le film avec Guillaume. Là, certainement ça aurait été différent, mais je pense que l'essentiel, c'est-à-dire mon envie, c'était de rester le plus fidèle possible à ce que nous avions parlé ensemble, aux idées qu'on avait mis dedans, à cette envie de faire un objet qui est troublant, qui est dérangeant, qu'on a abordé avec une certaine radicalité. Peut-être ce qui a changé, c'est que j'ai enlevé beaucoup de scènes qui me paraissaient tout à coup superflues. Où il y avait des moments même qui étaient un peu, pas comiques, mais qui étaient beaucoup plus légers dans le film. Tu avais des personnages secondaires, un qui était un ami qui se trouve dans la même clinique, aussi un avocat, qui est un obsédé sexuel, qui court tout le temps après les infirmières, qui veut se faire remplacer le cœur, tout ça, qui donnait une résonance. Mais tout à coup, ce personnage... Après la mort de Guillaume, je trouvais toutes ces choses tellement insignifiantes en fait. Et je ne pouvais plus dire ça. Il y avait une autre dame dans la clinique, qui était la doyenne de la clinique, une femme on ne connaît pas son âge, elle ne dit jamais son âge, mais on a l'impression qu'elle est là depuis 100 ans dans cette clinique, qui pour ne pas vieillir, elle passe son temps, pour finir, elle n'a plus de vie, elle passe son temps dans la clinique, qui est un peu un truc ironique, et qui connaît tout, et qui lançait plein d'intrigues sur Alice, vous savez, on dit que tout ça. Pareil, toutes ces choses-là, j'ai fait vraiment un tabula rasa sur toutes ces scènes, sur des choses explicatives, sur ce qui s'était passé entre lui et sa femme, et son ex-femme, tout ça. Il y avait plein de choses comme ça où tout à coup, je me suis dit non, c'est pas ça. Il faut vraiment rester sur l'émotion et sur une sorte de quelque chose pour moi qui transcendait même ce que j'avais voulu dire au départ, et que je trouvais que c'était là. Alors je ne sais pas si les autres le perçoivent. C'est ça toujours qui est difficile avec le cinéma, et en particulier avec une situation comme celle-là, parce qu'on est nourri de quelque chose où on a l'impression de toucher à une vérité, ou à quelque chose qui va au-delà même du dissible, de quelque chose qui est indescriptible avec les mots. Et on se dit, il faut le montrer, il faut le dire. Il y a quelque chose là qui est important. Et puis on se dit, mais est-ce qu'il n'y a que moi qui vois ça, du fait de l'expérience, du fait de tout ce que je connais, tout ça, ou est-ce que les autres peuvent aussi le voir? Alors ça, c'est une question, malheureusement, je crois que personne n'a la réponse, parce qu'on est tous dans nos têtes.